Le 21 mai 2025, un convoi entre à Ouagadougou et la routine cède. Environ 6 milliards de francs CFA en blindés, drones et communications modernes sont remis au VDP pour voir, se parler et survivre mieux avec du renseignement en temps réel et des décisions plus rapides. Sous Ibrahim Traoré, ce seuil vise à reprendre l'initiative, tandis que fierté et peur cohabitent dans la même rue et que la capacité accrue rend l'exigence de résultats plus forte immédiatement. Si les partenaires ont eux aussi leurs intérêts, comment renforcer la défense sans déplacer la dépendance et sans perdre la main sur les choix quand l'attention retombe? La promesse est volontairement étroite et c'est ce qui fait sa force. Partir d'un fait précis, daté, observable, puis suivre ses effets en chaîne sans extrapoler au-delà de ce que les éléments disponibles permettent d'affirmer. Ici, l'intérêt pour le public est direct. Comprendre ce que cette bascule change concrètement, ici et maintenant, plutôt que d'additionner des slogans, des prises de position ou des récits abstraits. Le bénéfice attendu peut se résumer en peu de mots. Mieux protéger, mieux décider, mieux durer. Les enjeux se déploient sur trois plans imbriqués. D'abord, la sécurité, réduire la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, raccourcir le délai entre un signal et une décision, limiter l'effet de surprise. Ensuite, l'autonomie politique, le refus affiché d'une aide conditionnelle et la diversification des partenariats posent une question de cohérence entre discours et contraintes réelles. Enfin, la vie ordinaire. La fierté visible lors du passage du convoi coexiste avec une peur héritée d'années d'insécurité, et cette tension pèse sur les attentes quotidiennes. Un micro-enjeu traverse l'ensemble. Si la capacité augmente, l'exigence de résultats devient plus forte. Les chiffres arrivent avant les slogans. Environ 6 milliards de francs CFA livrés le 21 mai 2025. En entrant à Ouagadougou ce jour-là, le convoi met en scène une bascule voulue, pas une simple livraison, et installe un avant-après assumé. Le cœur du récit n'est pas humanitaire. Il s'agit d'un paquet de moyens, blindés, drones et communications modernes, remis aux volontaires pour la patrie, avec un fil conducteur précis, la guerre asymétrique. Les embuscades et les engins explosifs improvisés sont décrits comme des menaces structurantes et l'équipement comme une réponse systémique. La logique avancée répétée sans détour. Si l'on voit plus loin, si l'on se parle mieux, l'adversaire perd l'avantage du surgissement. La rupture promise n'est donc pas la puissance brute, mais la combinaison entre observation, transmission, coordination et exécution. Dans ce cadre, les drones occupent une place centrale. Ils sont présentés comme un changement d'échelle, non parce qu'ils survolent seulement, mais parce qu'ils produisent du renseignement en temps réel et raccourcissent le délai entre détection et décision. Le texte oppose explicitement cette capacité à une période antérieure décrite comme plus passive, moins outillée pour anticiper et réagir. La date du 21 mai 2025 sert alors de frontière narrative claire. Avant, la réaction tardive, après, l'initiative recherchée. Une seconde couche se superpose rapidement. La scène militaire fonctionne aussi comme message international. Le Burkina Faso y apparaît comme un pays qui refuse une aide assortie de conditions et qui cherche, par d'autres partenariats, à reconfigurer sa marge de manœuvre. C'est ici que Ibrahim Traoré s'insère naturellement dans le récit, non comme un décor, mais comme l'ancrage politique d'une volonté d'autodétermination transformée en choix visible. La question ouverte demeure entière. Comment renforcer la défense sans déplacer la dépendance lorsque les partenaires évoqués ont, eux aussi, leurs intérêts? Dans ce récit, le personnage guide n'est pas une figure unique, mais un duo fonctionnel qui permet de lire l'impact sans abstraction. D'un côté,
le volontaire des VDP sur le terrain, exposé à la fatigue, à l'incertitude et à la menace permanente des embuscades. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui capte, transmet et coordonne. Ensemble, ils incarnent ce que l'arrivée de blindés, de drones et de communications modernes est censée transformer au-delà de l'image du convoi. Sur les axes décrits comme les plus exposés, l'effet le plus immédiat concerne la survie. Un véhicule mieux protégé ne gagne pas la guerre, mais il réduit la part d'aléatoire. La protection contre mines et attaques devient un outil de continuité. Avancer, évacuer, tenir une position plus longtemps, là où la vulnérabilité imposait l'arrêt, le détour ou l'attente. Ce gain n'est pas que spectaculaire, il est répétitif, et c'est précisément ce qui le rend décisif à court terme. Vient ensuite la réactivité. La surveillance aérienne et la transmission fluidifiée raccourcissent le temps entre un signal faible et une décision opérationnelle. Le texte insiste sur le renseignement en temps réel et sur une coordination plus fluide qui limite les angles morts et réduit l'effet de surprise. Là encore, il ne s'agit pas d'une rupture instantanée, mais d'un cumul d'ajustements. Un troisième effet apparaît, plus discret mais central, le moral. Voir, se parler et se déplacer avec moins d'incertitude change la posture, sans effacer le risque. En clair, réduire l'imprévu modifie déjà la manière de tenir. Le déclenchement est net et daté. Avant le 21 mai 2025, le récit décrit une posture contrainte marquée par des outils limités, une détection lacunaire et des déplacements dictés par la peur de l'embuscade. Les routes dangereuses imposaient un rythme subi, souvent défensif, où l'adversaire conservait l'initiative par la surprise. Après, l'entrée du convoi à Ouagadougou sert de scène centrale. Des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes sont remis aux volontaires pour la patrie, et cette concentration visible d'équipements est présentée comme une décision assumée, pas comme une aide de circonstance. Le contraste alimente le cœur du récit. D'un côté, un pays longtemps associé à l'instabilité et à la dépendance vis-à-vis d'aides extérieures morcelées. De l'autre, une masse d'équipements rassemblés en un point, lisible, interprété comme une déclaration stratégique. Le texte insiste sur le refus d'une aide conditionnelle et sur la volonté de diversifier les partenariats, en liant explicitement cette orientation à la ligne politique portée par Ibrahim Traoré. La scène n'est pas seulement militaire, elle est narrative, montrée pour signifier un changement de posture. Le point culminant se construit par couches successives. Les blindés sont d'abord décrits comme une réponse directe aux menaces concrètes. Mines, engins explosifs improvisés, axes exposés. Ils jouent un rôle de bouclier, mais aussi de levier psychologique, en donnant l'impression d'une force moins livrée à l'improvisation adverse. Les drones ajoutent ensuite une dimension de portée et de distance. Ils permettent de surveiller de vastes zones, de détecter plus tôt et de produire du renseignement en temps réel, réduisant ainsi le délai entre alerte et décision. Enfin, les communications modernisées ferment la boucle en reliant les unités, en fluidifiant la chaîne de commandement et en ajustant plus rapidement les décisions. Le récit ne promet pas l'invulnérabilité. Il met en avant une transition de posture, de la réaction tardive vers l'anticipation recherchée sous Ibrahim Traoré. Autour de ce cœur technique, la scène prend une dimension symbolique plus large. Le passage du convoi dans les rues poussiéreuses est décrit comme un moment de visibilité nationale. Les habitants deviennent témoins d'un tournant où fierté et espoir se mêlent à une peur encore présente. Le convoi cesse d'être un simple moyen, il devient un message adressé à l'extérieur. Il conteste une relation jugée inégale avec certaines puissances occidentales et met en avant des partenariats non occidentaux, notamment avec la Russie et la Chine,
présentés comme des sources d'équipement et de technologie. Les répliques apparaissent rapidement. Le texte introduit une tension stratégique claire. Ses partenaires ont aussi leurs intérêts et la question du long terme s'impose. Comment préserver l'autonomie sans glisser vers une nouvelle dépendance? Des inquiétudes et des avertissements attribués à des analystes occidentaux sont évoqués, ainsi que la possibilité de réactions plus dures face à un changement de trajectoire. À ce stade, Ibrahim Traoré est présenté comme devant maintenir un équilibre délicat, renforcer la souveraineté affichée tout en évitant que l'appui extérieur ne recompose, sous une autre forme, la contrainte qu'il prétend réduire. Ainsi, l'événement cesse d'être une simple livraison. Il devient un test où capacité militaire, cohérence politique et coût réel de l'autonomie se croisent dans une même ligne de temps. Le récit s'appuie sur peu de chiffres, mais ils sont organisés pour produire un avant-d'après lisible. La première donnée est stable et répétée, environ 6 milliards de francs CFA. Présentée sans comparaison budgétaire détaillée, cette somme livrée en une seule journée agit comme un seuil psychologique autant qu'opérationnel. Avant, l'aide apparaissait morcelée et diluée dans le temps. Après, une masse d'équipements concentrée en un point crée un effet immédiat de lisibilité et de volonté d'agir sous Ibrahim Traoré. La seconde donnée est temporelle. Le 21 mai 2025 devient une frontière narrative claire. Avant cette date, la défense était décrite comme plus passive, contrainte par des outils limités et une détection incomplète. Après, blindés, drones et communication moderne sont intégrés dans une logique de système. Le delta ne se mesure pas en pourcentage, mais en posture. La réaction tardive cède la place à l'initiative recherchée. Cette datation fixe le basculement sans multiplier les chiffres et permet de suivre les effets dans le temps. La troisième donnée est son et fonctionnelle. Le rôle des drones est décrit qualitativement, mais de manière exploitable. Ils sont associés à la surveillance de vastes zones et à la production de renseignements en temps réel. Le changement se lit ainsi. Auparavant, la détection était ponctuelle et souvent tardive. Désormais, elle devient plus continue, ce qui réduit le délai entre signal et décision. La valeur n'est pas exprimée en durée précise, mais en réduction de l'intervalle critique, celui où l'effet de surprise s'installe. À partir de ces trois points, le texte reconstruit un raisonnement cohérent. Avant, il suggère une configuration fragmentée. Véhicules vulnérables aux mines, communication hachée, mobilité limitée et doctrine essentiellement réactive. Après, il met en avant un couplage plus lisible, blindé, offrant une meilleure protection contre mines et embuscades, drones assurant une veille aérienne élargie, réseau modernisé reliant les unités et décisions ajustées plus rapidement. Le changement n'est pas présenté comme une accumulation de moyens, mais comme une intégration. Trois effets concrets sont alors dégagés. D'abord, la survie. La protection accrue réduit l'exposition immédiate aux engins explosifs improvisés et aux attaques sur les axes. Ensuite, la réactivité. Le renseignement aérien diminue le temps entre détection et action, même sans promesse d'invulnérabilité. Enfin, la cohérence. Les communications fluidifiées limitent les erreurs de coordination et l'effet de surprise. Chaque effet est accompagné d'une phrase explicative simple, sans extrapolation. Dans cette lecture quantitative minimale, la dimension politique portée par Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Le montant, la date et la fonction deviennent des arguments de souveraineté affichés plutôt que des statistiques détaillées. Le texte assume cette sobriété. Il préfère des gradients fonctionnels à des tableaux complets. La conclusion est prudente mais nette.
Même avec peu de chiffres, la combinaison montant-date-fonction suffit à installer un avant-d'après crédible. La question n'est pas de savoir si ces données garantissent le succès, mais si elles soutiennent une posture plus anticipatrice sans créer de nouvelles contraintes durables. Les partisans de la bascule avancent deux arguments structurés. Le premier est opérationnel. Moderniser rapidement et visiblement la défense réduirait la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les blindés sont décrits comme une protection immédiate sur les axes à risque, les drones comme un multiplicateur de surveillance et les communications comme la condition d'une coordination plus précise. Dans cette lecture, l'effet n'est pas spectaculaire mais cumulatif, moins d'angles morts, des décisions plus rapides et une capacité accrue à reprendre l'initiative locale, même sans supériorité totale. Le second argument est politique. Refuser une aide assortie de conditions et diversifier les partenariats redonnerait une marge de décision plus concrète qu'un discours abstrait. Le convoi devient alors un signal clair. Le pays n'attend plus d'être sauvé, il choisit. Sous Ibrahim Traoré, cette posture est présentée comme une reprise de contrôle symbolique et pratique, où l'équipement soutient une ligne d'autodétermination affichée. Les critiques peuvent cependant être formulées avec la même rigueur. Un premier point concerne le déplacement de la dépendance. Remplacer des appuis occidentaux par des partenariats russes ou chinois risque de changer de tuteur sans supprimer la contrainte. Le texte reconnaît que ces partenaires poursuivent leurs propres intérêts et que l'absence de conditions affichées n'équivaut pas à une neutralité durable. La dépendance pourrait alors devenir moins visible, mais plus difficile à corriger. Un second point porte sur les réactions extérieures. Une reconfiguration rapide peut provoquer des avertissements, des pressions diplomatiques, voire des sanctions, au moment même où l'État investit massivement dans sa défense. Le gain sécuritaire potentiel pourrait ainsi s'accompagner d'un coût économique et politique non négligeable, absorbant une partie des bénéfices attendus. La réponse la plus fidèle au récit n'est pas de trancher, mais de poser une condition. L'autonomie militaire ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un contrôle interne solide. La liberté réelle dépend de la capacité à gérer maintenance, formation, financement et décisions politiques sans se soumettre à une influence extérieure dominante. Sous Ibrahim Traoré, la cohérence devient la variable décisive. Renforcer la défense? Oui. Accepter un nouvel enfermement? Non. À ce stade du récit, le centre de gravité se déplace nettement. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les blindés protègent mieux ou si les drones voient plus loin, mais de comprendre ce que cette montée en capacité impose à l'organisation elle-même. Le texte suggère une inflexion décisive. La bascule n'est pas d'abord technique, elle est organisationnelle. Les équipements comptent parce qu'ils obligent à coordonner davantage, à décider plus vite et à assumer publiquement une ligne claire. Cette révélation reconfigure la lecture des sections précédentes. La question n'est plus avons-nous plus de moyens, mais qui tient le cadre quand les moyens arrivent? Les communications modernisées fermant la boucle entre information et décision. Elles exposent aussi la chaîne de commandement à un test permanent de cohérence. Voir plutôt n'a de sens que si l'arbitrage suit, sans délai ni contradictions internes. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré revient comme charnière du récit. Elle relie le geste militaire à une stratégie plus large. Réduire la dépendance à l'aide conditionnelle, afficher l'autodétermination et accepter la visibilité internationale qui en découle. Cette visibilité est décrite comme un levier mais aussi comme un prix à payer. La révélation médiane est donc exigeante. Les équipements ouvrent un espace de décision. Ils n'en garantissent pas l'usage. Pour l'État, l'effet recherché est d'abord stratégique. L'arrivée coordonnée de blindés, de drones
et de communication moderne vise à reprendre une initiative partielle dans un environnement décrit comme asymétrique. La promesse opérationnelle est répétée sans emphase: mieux protéger, mieux voir, mieux coordonner. Les blindés sont associés à une réduction du risque immédiat sur les axes exposés, les drones à une anticipation accrue et les communications à une exécution plus cohérente. Sur le plan politique, l'événement sert aussi de signal. Sous Ibrahim Traoré, l'État affirme qu'il ne veut plus dépendre d'une aide conditionnelle et qu'il choisit ses partenariats au prix d'une exposition internationale plus forte. Pour les entreprises, l'impact est indirect mais central. Le texte ne détaille pas de secteur précis, mais il suggère un mécanisme simple. Si la sécurité se stabilise, les flux deviennent plus prévisibles. Moins d'incertitudes sur les routes et dans les zones à risque signifie davantage de continuité dans l'activité, donc un environnement légèrement plus lisible pour investir, produire et transporter. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque nouveau: des critiques, des avertissements, voire des réactions extérieures plus dures peuvent compliquer l'accès à certains marchés, à des financements ou à des partenariats existants. Le gain sécuritaire potentiel s'accompagne donc d'un coût diplomatique possible que les acteurs économiques doivent intégrer. Pour les citoyens, les effets se déploient sur deux registres qui coexistent sans se neutraliser. D'un côté, la protection et le moral. Voir des blindés et des drones, c'est être raconté comme une restauration de fierté. L'idée que le pays se tient debout. Cette perception peut réduire la peur diffuse liée aux déplacements et à la vie quotidienne. De l'autre côté, le texte rappelle que la guerre asymétrique ne disparaît pas par décret. La modernisation promet une capacité accrue, mais elle n'efface ni la fatigue accumulée, ni l'attente de résultats tangibles. Si la force est affichée, l'exigence de sécurité durable devient plus forte. Pour la région et le voisinage, enfin, l'événement s'inscrit dans une dynamique plus large. Le récit suggère un possible effet d'entraînement, un modèle d'autodétermination que d'autres pays pourraient observer, voire imiter. Mais il introduit aussi un dilemme. Plus l'influence de nouveaux partenaires grandit, plus la région devient un espace de compétition stratégique. L'équilibre régional dépendra alors de la capacité à coopérer sans importer des rivalités qui dépassent le terrain local. Sous Ibrahim Traoré, ces quatre lectures montrent que la bascule crée un potentiel différencié. Sa traduction concrète dépendra de la manière dont contraintes et attentes évolueront pour chacun de ces acteurs. À partir du même point de départ, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne d'autonomie affichée, le texte permet d'envisager trois trajectoires sans prétendre prédire. Chacune repose sur une condition différente et chacune éclaire un risque distinct plutôt qu'un résultat d'assuré. Dans un scénario de base, la modernisation produit des gains tactiques partiels mais réels. Les blindés réduisent certains risques sur les axes, les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus régulière. L'environnement demeure toutefois instable car l'adversaire s'adapte et les contraintes logistiques persistent. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de manière pragmatique, tandis que les critiques extérieures se maintiennent sans basculer en rupture ouverte. Si les capacités sont entretenues et intégrées sans surcharge organisationnelle, alors l'État gagne en réactivité sans transformer l'équilibre général. Dans un scénario favorable, le système décrit commence à fonctionner comme un tout. Le renseignement en temps réel réduit l'effet de surprise, les décisions sont plus rapides et certaines zones ressentent une baisse de la peur, même sans pacification complète. Le moral progresse parce que la protection et la coordination donnent un sentiment de maîtrise. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification maîtrisée, non comme une rupture frontale.
ce qui limite les réactions hostiles. Si la cohérence interne tient et que l'équilibre des partenariats est préservé, alors la posture gagne en crédibilité et en durée. Dans un scénario dégradé, la montée en puissance crée plus de tension que de stabilité. Les partenaires extérieurs, porteurs d'intérêts propres, obtiennent une influence plus lourde et la dépendance se déplace. Des réactions internationales plus dures apparaissent, avertissements, pressions, possibles sanctions, compliquant l'économie et le financement. Sur le terrain, les gains existent, mais sont absorbés par l'adaptation adverse. Si l'appui extérieur commence à dicter le cadre, alors l'autonomie proclamée se fragilise. Une recommandation traverse ces scénarios. Raisonner en conditions plutôt qu'en promesses. Les outils ouvrent des options. Ils n'en garantissent pas l'issue. La trajectoire dépendra moins de l'arrivée d'équipements que de la capacité à garder la main sur les choix dans la durée. Cette séquence ramène le débat à ce qui concerne directement le public, sans slogan ni abstraction. Pour un premier groupe, celui qui attend avant tout une amélioration de la sécurité, la question est pratique. Les routes deviennent-elles moins dangereuses? Les déplacements sont-ils plus prévisibles? Le texte suggère que la protection accrue et la coordination peuvent réduire certains risques immédiats, mais il rappelle aussi que l'adversaire s'adapte. Toute amélioration, si elle existe, devra être tenue dans le temps, entretenue et organisée pour ne pas se dissiper après l'effet d'annonce. Pour un deuxième groupe, plus attentif aux dépendances, l'enjeu est politique et économique. Refuser une aide conditionnelle peut libérer une marge de décision, mais un nouveau partenariat peut aussi peser durablement. La question posée est simple. Les choix extérieurs renforcent-ils réellement la capacité à décider ou déplacent-ils la contrainte ailleurs? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation devient centrale, car ses effets se répercutent sur l'économie, les services publics et la stabilité intérieure. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi sert alors de miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider, de ne plus subir. Ce sentiment peut unir et redonner confiance, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affiche une nouvelle force, il doit produire des résultats visibles sans enfermer la société dans une logique uniquement militaire. Deux pistes d'attention émergent, sans recette miracle. D'abord, observer les effets concrets plutôt que les proclamations, en distinguant ce qui change réellement sur le terrain de ce qui relève du discours. Ensuite, gardez une question simple en tête. Les décisions prises aujourd'hui rendent-elles le quotidien plus respirable ou déplacent-elles les tensions à demain? Une feuille de route crédible, telle qu'elle se dégage du texte, ne promet pas un résultat définitif, elle organise un test dans le temps. Elle relie sécurité immédiate, autonomie durable et l'équilibre des partenariats, sans ajouter de faits nouveaux. Quatre étapes se dessinent, chacune lisible à travers des signes concrets. À court terme, la priorité est la stabilisation de l'usage des équipements. Blindés, drones et communication doivent fonctionner comme un système cohérent et non comme des apports juxtaposés. Cela implique une clarification des rôles de l'opérateur au commandement ainsi que des critères simples: continuité des liaisons, cohérence des ordres, réduction des erreurs de transmission. L'objectif n'est pas l'intensité, mais la fiabilité quotidienne. Dans le même mouvement, il faut raccourcir la chaîne renseignement-décision. Le texte insiste sur le temps réel. Relier surveillance aérienne, centres de décision locaux et unités au sol doit produire un indicateur clair, moins de délai entre détection et réaction. Si cet intervalle diminue, la posture anticipatrice devient tangible, au-delà du discours. À moyen terme, l'enjeu porte sur la mobilité et la survie. La protection contre mines et embuscades est présentée comme un bénéfice attendu des blindés. Les signes à suivre sont concrets.
capacité à maintenir les déplacements sur les axes à risque, continuité des opérations, confiance opérationnelle accrue des forces et des volontaires. En parallèle, l'encadrement des partenariats devient décisif. Le critère n'est pas l'alignement, mais l'équilibre. Accord perçu comme réversible, capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté et limitation des coûts diplomatiques. Sous Ibrahim Traoré, la condition finale est claire. Si les outils renforcent la décision sans capturer la politique, l'autonomie progresse. S'ils dictent le cadre, la promesse se vide. On revient à l'image d'ouverture, simple et parlante. Une matinée ordinaire à Ouagadougou, puis un convoi qui traverse la ville et modifie l'atmosphère. Dans le récit, ce ne sont pas seulement les véhicules qui marquent les esprits, mais le contraste entre la routine quotidienne et la décision stratégique qui s'impose en arrière-plan. La vie continue pendant qu'un seuil est franchi. Les blindés deviennent un bouclier, les drones un regard, les communications un lien. Cette triade résume la promesse formulée dès le départ. Réduire l'incertitude sans prétendre l'effacer. Mais au fil des sections, le centre de gravité s'est déplacé. La question n'est plus uniquement celle de l'équipement, mais celle de la liberté de choix dans un environnement de partenariats intéressés et de pressions croisées. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré trouve sa place naturelle. Il ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme le symbole d'un pari politique assumé, affirmer l'autodétermination sans simplement changer de dépendance. Le texte ne célèbre pas une victoire acquise, il décrit un moment charnière où la trajectoire peut se consolider ou se fragiliser. Une phrase s'impose, sobre et exigeante. L'autonomie se prouve par la durée. La scène finale ne cherche pas à clore le récit par une certitude. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion collective à hauteur d'expérience. Ce qui a été décrit n'invite ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Il propose un cadre pour observer, comparer et discuter, maintenant que la sécurité, l'autonomie et les partenariats sont devenus des sujets concrets, visibles, presque quotidiens. Dans cette perspective, l'enjeu dépasse largement un convoi ou une date. Il touche à une question plus large. Comment un pays peut-il renforcer sa défense tout en préservant sa capacité à décider sans déplacer simplement la contrainte d'un acteur à un autre? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation cesse d'être théorique. Elle se traduit par des choix qui auront des effets mesurables sur la durée, pour l'État, l'économie, les citoyens et l'équilibre régional. La discussion peut rester calme et précise. Quel critère doit primer? Les résultats immédiats sur le terrain, l'équilibre diplomatique ou la solidité économique qui permet de tenir dans le temps? Et si d'autres pays du Sahel suivaient une trajectoire comparable, cela renforcerait-il une autonomie collective ou déplacerait-il la compétition des puissances vers de nouveaux terrains?